Alors bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons Ultra Énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu pognes ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Let's go, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 92e épisode de Pas sorti du bois. Après 4 épisodes avec des jeunes, les spéciales enfants avec 8 jeunes athlètes, dont un qui a parlé de mon invité aujourd'hui. On est de retour avec des invités adultes, qui était le concept de base de Pas sorti du bois, mais encore dans un concept spécial. C'est la 3e partie du En route vers Western States avec Marianne Hogan. Salut Marianne, comment ça va? Salut, c'est une bonne transition en fait parce que je garde la voix d'enfant là. Mon lien n'était pas là, mais c'est toi qui l'as dit. Je garde le thème, c'est bon. Parce qu'on sait qu'à l'épisode 91, j'ai parlé de toi avec Joey, le fils de Marlene. Donc, tu n'as pas encore entendu Marianne parce qu'au moment qu'on se parle, il n'est pas encore sorti cet épisode-là. Mais en tout cas, Effectivement. on parlait de Mathieu et de toi, de gens inspirants pour le jeune Joey, 8 ans. Donc, voilà. OK, good. Je vais écouter ça sans faute. Yes, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais sur le point de quitter pour la Floride. Depuis ce temps-là, oui, tu es allé en Floride, mais tu es aussi allé au Pérou. Puis je pense qu'on va pouvoir parler de tout ça. Je l'avais dit dès le départ avec ce concept-là, on va aborder quelques thèmes. Puis des fois, il y a des thèmes qui vont comme s'imposer d'eux-mêmes alors qu'ils n'étaient pas prévus. Donc, on pourra parler d'acclimatation à la chaleur, qui était le thème qu'on s'était dit, ça pourrait être cool d'en parler. Puis on pourra parler aussi de tes petites péripéties derniers temps. Mais avant toute chose, qu'est-ce que tu bois, Marianne? Alors, je bois une petite Hazy IPA pour faire changement de la microbrassée Overhop. C'est délicieux en fait. C'est vraiment très bon. Une Toi, bonne qu'est-ce que Easy tu bois? IPA. Moi, de mon Ouais. côté, j'ai une Versant Nord de Boréal, donc mes amis de Boréal qui me fournissent en bière. J'ai passé à leur usine l'autre fois parce qu'ils m'ont fait un petit paquet pour mes prochains épisodes. J'ai 48 hors sentier. Donc, je pense que je suis correct pour faire bien des mois sans alcool. Ou en tout cas, des fois, des bières de semaine, une bonne hors sentier, mais j'en manquerai pas pour les prochains mois. C'est parfait. J'ai des grosses courses qui s'en viennent. Fait que des fois, dans les jours avant, dans le taper, j'aurai ça si ça me tente d'être sage. Apparemment que c'est bon à boire pendant la course aussi, hein, les sans-alcool. J'ai jamais essayé, là, mais c'est sûr que j'aimerais essayer à un moment donné, en fait. Exact. Il paraît qu'il y a des propriétés dans le houblon, dans la bière, pour plein de choses. Allez lire sur Athletic Brewery, qui est une microbrasserie. Microbrasserie, c'est quand même rendu assez gros aux États-Unis. Puis, comment dire, plein d'athlètes de sport. Puis, la première fois que tu vois ça, c'est comme particulier, une marque de bière, mais tu te rends compte que c'est des bières sans alcool. Puis, ils font justement la promotion des bienfaits de bière avec sans alcool pour le sport. Fait que peut-être que j'en mettrai dans un drop bag à suivre. Mais pour l'instant, j'ai une Versant Nord qui est une bière à 6%, donc pas sans alcool. Une Brown Ale américaine qui est très bonne. Puis, cheers à toi. Cheers! Content d'être de retour ici. Yes, ben oui, après quelques semaines au Pérou, un peu une autre semaine en Floride. Parle-moi depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Parle-moi de ton dernier mois et demi dans le sud. Écoute, le dernier mois et demi a quand même pris une tournure que je ne m'attendais pas. Pour être honnête, en fait, je suis allée en Floride, puis ça, c'est super. Là. J'ai eu une super belle semaine d'entraînement, en fait, avec mon frère qui s'entraîne pour le marathon de Toronto, là, qui arrive prochainement. Fait qu'on a eu une super belle semaine d'entraînement quand même dans la grosse chaleur là, en Floride à Saint-Cyr où la semaine que nous on a eu, on était chanceux. Là, il faisait autour de 30 degrés, très humide, là, tel que la Floride qu'on connaît. Fait que c'était super cool. Là. Ça a été payant, moi je trouve aussi en termes d'acclimatation. C'est sûr qu'il est un peu tôt pour commencer à penser à l'acclimatation, mais je pense que d'un point de vue physiologique, il est un peu tôt, mais d'un
point de vue psychologique, je trouve qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'adapter. Puis juste commencer à se mettre dans la zone où est-ce que tu n'es pas confortable. Puis c'est vraiment le but pour lequel je suis allée en Floride. Puis je trouve que ça a vraiment payé. Mais malheureusement, en fait, je suis revenue, puis je ne me rappelle plus là, les semaines, ils s'entremêlent, mais je pense que c'est la semaine qui a suivi mon retour de la Floride. Je suis allée courir. Je courais avec mon ami Mathieu, puis on courait sur la route, là, vraiment une course vraiment banale, là, un pace vraiment relax. Puis lui, il a pris le tournant, il a couru sur la route, puis moi, j'ai comme coupé à travers le trottoir. Puis quand j'ai coupé à travers le trottoir, je suis passée sur une petite patch de gazon. Puis sur le gazon, mon pied droit il est parti. Il a comme glissé sur une patch de bouette ou de glace, ou je ne sais pas trop, c'est arrivé tellement rapidement. J'ai revolé quand même très haut dans les airs. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai atterri sur mon pied gauche, mais sur le bout de mes orteils. Ouf. Puis immédiatement, j'ai senti il y a quelque chose qui se passait là, qui se passait vraiment pas très bien. Puis c'est la cheville gauche, dans le fond, c'est la cheville que je me suis tournée à Ricana. C'est la cheville qui compense toujours pour la jambe cassée droite. Fait que je suis pas surprise qu'il y ait quelque chose comme ça qui arrive. Puis que à un moment donné, il faut jamais être. Faut toujours être vigilant, mais c'est sûr que c'est difficile d'être à 100% vigilant à 100% du temps. Fait que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est vraiment très étrange. Là. Je savais même pas que c'était possible, mais ce qui est arrivé, c'est que je me suis déplacée l'estragale. C'est comme si je me suis disloqué l'os entre la jambe et le pied. Donc, il y a comme un tout petit os qui est là en plein milieu. Puis, ça a vraiment disloqué quand j'ai tombé, puis j'ai tourné le pied. Fait que je te dirais que les plans, c'est fait pour changer. Puis il a fallu que j'adapte beaucoup de choses depuis que c'est arrivé. Évidemment, je m'attendais vraiment à rien de tout ça. Puis, je t'avouerai que les jours qui ont suivi cette chute-là ont été quand même assez difficiles parce que tout allait super bien. Là, je me sentais en pleine forme, puis je revenais justement d'un super bon bloc d'entraînement en Floride. J'étais vraiment prête à partir pour la prochaine série d'entraînement, m'en aller au Pérou, faire des super belles runs au Pérou. Puis malheureusement, comme tout bon ultra, il y a toujours un petit pépin qui arrive, puis il faut s'adapter. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis je m'adapte depuis là, le vendredi. En fait, je pense que ça va faire 5 semaines que c'est arrivé, ou 5 semaines en fait. OK. Puis combien de temps ça a pris avant de savoir ce que tu avais précisément? Ça a pris quand même beaucoup de temps. Au début, j'avais vraiment très peur que je me suis cassé un os. Là. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus terrifiée. Puis je pense qu'il a fait en sorte que j'étais très rassurée rapidement. En fait, je suis allée, c'est arrivé le vendredi matin, puis le vendredi après-midi, j'étais dans une clinique privée en train d'aller faire une radio, vraiment juste pour m'assurer que tout était beau parce que ça enflait à vue d'œil. Puis évidemment, j'ai entendu un gros crack. Là. En fait, ce qui est arrivé, c'est quand l'os s'est déplacé, c'est sûr que j'ai senti quelque chose qui était plus que juste une foulure de cheville. Fait que je suis allée faire une radio, puis c'est revenu clean. C'est pas comme si tu pouvais vraiment le voir sur la radio, puis c'est pas non plus ce qu'il cherchait. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, je suis allée voir le physio. Le physio, il m'a dit, écoute, Marianne, je suis pas trop inquiète, c'est juste une foulure, puis dans quelques jours, tu devrais aller mieux. Puis les jours qui ont suivi, après ça, il y a un jour où j'ai mis mon pied à terre, puis sans aucune raison, j'ai l'impression que ça a vraiment déplacé ça a vraiment plus redéplacé l'os en question, qui était vraiment plus en mouvement qu'il devrait l'être. Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais pratiquement incapable de marcher. Puis c'était la journée avant que j'étais supposée partir pour le Pérou. Fait que je suis retournée voir mon physio. Puis là, évidemment, il a revérifié la chose. Il voulait me renvoyer faire une radio. Finalement, là, il a commencé à penser un peu qu'est-ce que ça pourrait être. Puis il m'a manipulée. Puis c'était tellement intéressant là, parce qu'il manipulait le pied. Puis là, tout d'un coup, en fait, évidemment, il m'a pas énuméré les étapes, mais tout d'un coup, il a donné comme un gros coup dans mon pied. Puis là, sans question, est retombé exactement en place parce que tout d'un coup, la douleur là, est passée comme d'un peut-être 9 sur 10 à un 6 ou 5 sur 10. Là, évidemment, c'est pas... puis là, tout d'un coup, j'ai dit, je me sens vraiment, vraiment mieux. Puis là, évidemment, son verdict a été le fait suivant. Là, c'est juste que c'est pas une blessure qui arrive très fréquemment. Puis c'est pour ça aussi que je pense que le verdict a changé. OK. Puis à ce moment-là, comme tu disais, tu t'en allais au Pérou et tout. Tu étais en train de revoir même ce plan-là ou dans ta tête, ce voyage-là, ça allait être no matter what, on y va?
Ouais, ben tu sais, je me disais, tant et aussi longtemps que je suis capable de marcher, c'est sûr que ça va valoir la peine d'aller au Pérou. Là. Pour moi, ben, il y a plusieurs choses. Tu sais, c'est sûr que la course à pied, c'est une chose, mais visiter un nouveau pays, rencontrer des nouvelles personnes, s'imbiber d'un nouvel environnement, c'est toujours quelque chose que je trouve qui est super positif. D'autant plus que en ligne avec le thème d'aujourd'hui, la datation au Pérou, c'est sûr que ça allait être très payant. En termes d'altitude, là, on a passé, finalement, j'ai passé 2 semaines complètes au Pérou, dont beaucoup de journées à Cusco, qui est entre 3500 et 4000 mètres d'altitude. Fait que c'est sûr que ça va être très payant no matter what. Si je n'étais pas capable de courir, c'est sûr que j'allais trouver une façon de bouger puis de profiter. Mon physio m'avait dit que ça me prendrait comme, je suis partie, mon avion, je pense que c'était le mercredi soir, puis il m'a dit, d'ici le samedi, tu devrais être capable de courir. J'avais beaucoup de misère à croire ça. Puis surtout parce qu'en fait, avec l'avion, là, mon pied a enflé, là, il a gonflé comme une ballonne. Là. Ça fait peur à voir. En fait, quand je regardais mon pied, là, j'étais là, oh mon Dieu. Mais petit à petit, ben, il est revenu. Puis j'ai été capable de courir un peu, mais rien à voir avec la course habituelle. Là, c'était douloureux de un, puis de deux, j'avais aucun contrôle sur ma cheville. Fait qu'il fallait vraiment que je fasse attention. Là. Mais non, ben, évidemment, je me suis posé un peu la question à savoir si c'était intelligent, surtout quand on avait peur que mon os soit cassé. Mais une fois que ça a été éliminé, là, j'étais prête à partir puis voir un peu qu'est-ce qui allait arriver là, en fait. OK. Puis, tu sais, on a parlé au dernier épisode ensemble, l'entraînement, tu y vas beaucoup au feeling. Tu sais, oui, il y a une certaine structure quand même. Puis, je veux dire, tu mets beaucoup de volume en préparation de ce qui s'en vient. Puis, parce que tu aimes courir, puis tu aimes vagabonder. Puis, ce terme-là, on dirait que depuis qu'on a parlé ensemble, je l'entends partout. Puis, je le dis moi-même tout le temps. Fait qu'il y a copyright Marianne là-dessus. Ouais, c'est bon. Est-ce que là, de voir ces semaines de volume-là fondre temporairement pendant quelques semaines parce que justement, tu es arrêté. Côté mental, on te connaît, en tout cas, on te voit tout le temps très positive, très dynamique. Là. Est-ce que ça a atteint ça de ton côté par rapport à la course, mais dans tes émotions de la vie de tous les jours aussi? Oui, ben, je te dirais que la blessure, elle m'est arrivée le vendredi. Je te dirais que le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi même, je te dirais que ça a été très difficile. C'est des étapes. En fait, c'est un choc. C'est vraiment un choc comme quoi tout allait à merveille, tout allait à la perfection, puis tout d'un coup, boum, tu retournes vraiment à la case départ. C'était comme tout d'un coup, j'avais de la misère à marcher. Je n'étais vraiment pas capable de. Il m'aurait fallu des béquilles là, les premières journées. Donc, c'est un choc qui est super difficile à encaisser parce qu'il t'arrive tout d'un coup, puis c'est vraiment comme. Puis, tu sais, il y a toujours aussi une partie de toi qui dit, si seulement j'avais pas coupé à travers le trottoir, c'est vraiment niaiseux, là, tu sais. Puis, mais de l'autre côté, c'est comme ça que la vie fonctionne. Tu sais, à un moment donné, tu prends une décision, tu fais quelque chose, puis tu peux pas. Tu sais, si c'est pas à ce moment-là, peut-être que j'aurais tombé quelque part d'autre, puis ma cheville était peut-être faible, je sais pas, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a causé. Tout ça pour dire que je te dirais que les 2, 3 premiers jours, ça a été très difficile, mais je trouve, moi, dans mon esprit à moi, puis dans la façon que je fonctionne, c'est une étape qui est importante. Tu sais, c'est difficile, mais je passe à travers. Tu sais, cette fin de semaine-là, j'étais allée en chalet avec mon frère, ma meilleure amie. Tu sais, on est super très proches. Puis l'idée, c'était surtout de me changer les idées, mais de l'autre côté, c'est difficile parce que je peux pas aller dehors, je peux pas courir. Justement, mon frère qui s'entraîne, c'est difficile de le voir aller courir, puis je suis pas capable de participer. Mais ces émotions-là, je les ai vécues. Tu sais, j'ai réalisé qu'est-ce qui m'arrivait. Ça m'a permis de passer à l'étape suivante, qui est pour moi l'acceptation. Tu sais, à un moment donné, je peux pas retourner en arrière, je peux pas changer le passé. Il faut que j'accepte qu'est-ce qui m'arrive, puis il faut que je passe à la prochaine étape. Puis une fois que ça c'est fait, c'est comme si le côté négatif est complètement parti. Ouais. À partir de ce moment-là, c'est comme bon, ok, là, c'est arrivé, Marianne, que tu t'appuies toi sur son sort, ça t'amène à rien. L'injustice, ça n'a aucune raison dans le sens que c'est arrivé, puis il faut que tu t'adaptes, puis il faut que tu ailles de l'avant. Fait qu'à partir du moment où est-ce que je l'ai accepté, là, ça a été très positif parce que là, j'ai commencé à me dire, tu sais, dans le fond, tu sais, le plan original, c'était que samedi, j'étais pour courir The Canyons, qui était le 100 kilos. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis supposée être dans un avion pour la Californie pour aller essayer The Canyons, qui arrive en fin de semaine.
Et puis, 2 mois plus tard, je suis supposée racer la Western States. 2 mois plus tard, je suis supposée racer l'UTMB. Et puis, il y a toujours une certaine partie de moi qui est consciente du fait que je suis toujours à risque du surentraînement. Ben, pas du surentraînement, mais de faire trop les choses. De flirter avec cette limite-là, peut-être? Ouais, flirter avec la limite. Puis là, tout d'un coup, je suis comme, bon, ben, tu sais, c'est peut-être la bonne chose. Puis, tu sais, plus tu commences à penser de cette façon-là, plus tu te convaincs que. Puis là, je suis assez certaine. Puis je sais pas si c'est la réalité, puis on ne saura jamais si c'est la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais plus j'avance, plus je me dis, tu sais, c'est la meilleure chose pour moi, le fait que je me suis blessée de façon. Qui était non relié au surentraînement. C'est vraiment une bad luck qui est arrivée. Je me suis blessée. Il a fallu que je m'ajuste, mais ça fait en sorte que j'ai eu un mois qui était beaucoup moins intense que ce que j'avais prévu. Puis peut-être que ce mois moins intense-là va faire en sorte que les 2 prochains mois vont pouvoir être top-notch niveau entraînement. Puis que mon pic, je vais vraiment l'avoir à la Western States et non à The Canyons. Parce qu'en réalité... Qui aurait été le fun, je suppose, à faire, mais comme tu l'avais dit quand on s'est parlé juste après Bandera, tu l'avais au calendrier d'un coup que tu n'obtenais pas ton golden ticket avant, tu l'as fait à la première course. Fait que c'était du bonus. Je suppose que ça aurait été, tu me l'avais dit, même je pense à l'épisode, un super test pour te retester ton entraînement 2 mois avant. Mais est-ce qu'il était essentiel pour la suite? Pas nécessairement. Ouais. Non, elle n'était pas essentielle. Puis, je pense que ça aurait pu fonctionner, puis ça pourrait passer. Mais maintenant, je me dis juste que c'est peut-être mieux que je la fasse pas parce que je serais probablement allée à The Canyon, je me serais probablement défoncée durant la course. Puis, tu sais pas, la fatigue, elle s'accumule, puis on a un gros été qui s'enligne devant nous. Fait que là, je suis assez sereine avec le fait que c'est mon histoire, puis ça m'est arrivé, puis on passe à autre chose, puis je ne suis pas encore au volume que je voudrais être, mais je suis capable de compenser avec d'autres sports. Là, j'ai eu une super belle 20 semaines de splitboarding à Tremblant, puis là, je commence le vélo, fait que je suis capable de garder mon entraînement et mon volume global d'entraînement assez élevé, mais c'est sûr que ça affecte mon entraînement de course spécifique. Là, il est hors de question pour moi en ce moment de commencer à penser à faire du pace ou de la vitesse. Là, ma cheville est encore super gonflée. Là. Fait que c'est quelque chose qui me ralentit, mais j'essaie de le voir du côté positif, comme quoi ça me ralentit du bon côté. Là. Oui, puis c'est une histoire qu'on a entendue. En tout cas, moi, j'ai entendu parce que j'écoute peut-être beaucoup de podcasts sur le sujet ou je lis beaucoup de livres sur la course, mais c'est une histoire qu'on a vue souvent d'un athlète à un moment qui est forcé d'être mis à l'écart pendant quelques semaines, 1 mois, 2 mois, ou ralenti du moins par une blessure. Puis l'athlète, avec du recul, a raconté comment cette pause forcée-là a peut-être venu faire une espèce de taper ou une espèce de pause dans un build-up très intense qui a peut-être été bénéfique. Je pense que c'est Dylan Bowman, juste avant sa Hard Rock l'année passée, qui, pour plein de raisons, santé, mais d'autres raisons aussi plus logistiques, professionnelles, qu'avant la Hard Rock, il n'a quasiment rien fait, alors qu'il disait que d'habitude, il court les 2 semaines avant, taper, un petit peu relax, mais là, il a fait comme 0, 0, 0 course, puis il est arrivé, puis il a fait la plus belle performance de sa carrière, probablement à la Hard Rock. Je veux dire, c'est des histoires qu'on a vues souvent, que des fois, c'est ton corps ou une bad luck. Je pense pas que c'est un message que ton corps t'envoie plus qu'une bad luck qui te met à l'écart, mais les gens réussissent à te tourner ça en positif. Puis en tout cas, j'ai l'impression à t'écouter, puis je pense que tu nous l'as prouvé depuis le début de cette série-là, que tu es 100% vrai, puis tu nous dis no bullshit les choses. Je te sens positif, je te sens... tu as l'air d'une fille qui le voit comme une opportunité, puis qui va virer ça dans le bon sens. Hein. Ouais, absolument. Je le vois comme une opportunité. Puis, en fait, moi, je trouve que dans toute situation, je pense que le mental dicte un peu là, comment tu gères la situation. Puis, je suis persuadée que tant et aussi longtemps qu'on voit les choses de façon positive, on continue d'avancer. Puis, ça relie vraiment le thème de l'émission un peu, puis ce qu'on voulait discuter aujourd'hui. Je pense que je suis allée au Pérou, je me suis mis vraiment dans des situations inconfortables en termes d'acclimatation, même si je ne pouvais pas courir beaucoup à cause de ma cheville. Je pense que ça aurait été difficile de courir de toute façon. Fait que, on continue de faire des progrès. Puis, si, mettons, j'avais été 100% capable de courir, je pense que j'aurais pu vraiment me fatiguer à fond. Là, passer une semaine à Cusco à 4000 mètres, à continuer de faire le volume puis l'intensité que je fais habituellement, ce que j'aurais probablement fait en me connaissant. Je pense que j'aurais pu payer le prix là, à la fin de la ligne. Fait que c'est juste une façon de voir les choses. Puis,
Je suis persuadée que tu sais, on est encore, l'objectif est encore la Western States, puis tu sais, il y a des petits hiccups along the way, mais on s'adapte, puis on continue là. Ah oui, 2 mois, c'est encore long, hein. Ouais, exact, Plus de 2 mois exact. même. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu sais, tantôt tu parlais un peu de l'acceptation, puis de prendre le temps de le vivre pendant un petit moment, puis de se permettre de le vivre pendant un petit moment, cette frustration-là ou ce sentiment d'injustice, puis rapidement l'accepter, puis passer à autre chose. Puis tu sais, c'est de quoi on entend aussi dans des histoires de course, dans des récits de course, qu'il Mhm. va y avoir des hiccups dans une course, puis probablement à plus petite échelle, idéalement, ça prendra peut-être pas 3 jours pour se remettre d'une situation poche pendant une course, puis de se recrinquer, puis de repartir, mais on dirait que ce que tu as vécu peut-être ramené sur quelques heures peut être une situation qui se vit dans une course, puis tu sais, tout peut servir. Puis c'est ça que je trouve beau dans l'ultra, qu'on entend partout, puis que j'ai entendu plein de fois à ce micro aussi, c'est que justement, tu sais, on dirait que tout peut devenir une sorte de préparation. Tu es blessé, puis tu fais Mhm. full vélo, ben, c'est une autre forme de préparation. Puis je parlais avec, je me rappelle pas qui, merde, j'ai un blanc. Un athlète qui passe son temps debout par sa job, puis tu te dis, ah, c'est Guillaume Barry qui me contait, tu sais, il passe sa vie debout parce qu'il est chef cuisinier, puis je veux dire, il Ouais, fait sa run de commute, il fait son 15 kilos dans la journée, puis après ça va travailler 10 heures de temps debout. Mais ça, c'est une forme d'entraînement pour l'ultra parce ouais, qu'il fait du temps absolument. sur ses jambes combiné à son entraînement. Puis, tu sais, après ça, Éric Deshaies, qui est un expert du sommeil, qui fait des nuits blanches continuellement pour son travail parce qu'il fait des études sur le sommeil, ben, lui, quand il a à faire une course pendant 36 heures, ça va, il est capable de faire des nuits blanches. Tu sais. Fait que après ça, on applique ce qu'on vit au quotidien, puis on y trouve une façon de le faire rentrer dans notre pratique du sport, puis ça peut juste servir, hein. Ouais, ouais, absolument. Ouais, je suis d'accord. Là, je pense que il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que quelqu'un peut exceller en ultra ou même juste avoir du plaisir en ultra. Puis c'est juste c'est la façon que tu vois les choses, que tu interprètes les choses, que tu utilises, tu sais, ce qui se passe devant toi pour aller de l'avant, là. Puis je pense que tu sais, les péripéties qui nous arrivent, c'est exactement ça. Ben ouais, exact. Bon, là, tu reviens du Pérou. Parlons du thème, l'acclimatation. On a parlé de chaleur, mais je pense que pour la Western, il y a une part aussi d'acclimatation à l'altitude parce que la course part très haute dans Squaw Valley. Ouais. Parle-moi de ce que tu as lu ou de ce que tu as appris ou de ce que tu penses connaître et vouloir appliquer. Puis après ça, comment concrètement ça va se mettre dans ta pratique par rapport à ces deux types d'acclimatation-là, donc chaleur et altitude? Ouais, c'est sûr. Ben écoute, c'est sûr que tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui veut utiliser trop le côté scientifique. Tu sais, pour moi, c'est super important que tu sais, ça reste dans le plaisir puis que ça reste tu sais, quelque chose que je vis. Puis pour moi, tu sais, j'étais très au courant que Cusco, c'était vraiment là, assez élevé là, en altitude. Là, tu sais. C'était autour de 3500-4000 mètres, comme j'ai dit, là, tout dépendamment où est-ce que tu es dans la ville. Puis pour moi, c'était juste super important tu sais, d'imprégner cet environnement-là puis de voir comment mon corps réagit. Fait que j'étais là pendant une semaine, j'allais courir. Puis, tu sais, il y avait plein de. Évidemment, là, tu es juste essoufflé en montant les marches. Là, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Fait que la première étape pour moi, c'était vraiment juste d'aller dans un environnement altitude, de passer une semaine complète, de m'entraîner comme de façon régulière, puis de voir comment mon corps réagit, mais surtout voir comment ton corps réagit à l'inconfort, parce que, tu sais, ce ne sera pas exactement les mêmes paramètres, puis tout ça. Puis c'est de te mettre en confiance à savoir que, tu sais, tu t'adaptes à ton environnement, puis que tu te mets dans des situations inconfortables, là, parce que à Cusco, quand tu vas justement, là, tu sais, j'essayais de faire des entraînements de marche ou des entraînements pour monter des collines, si on veut, parce que j'essayais d'éviter les trails à cause de ma cheville. Mais l'idée, c'est juste de mettre dans une situation d'inconfort puis de pousser ton corps à s'adapter à des différents environnements. Je trouve que l'attitude, c'est tel que tel. Je pense que la chaleur, ça va être quelque chose qui va être complètement différent, puis quelque chose que je vais commencer là, de façon plus régulière, là, probablement au mois de mai. Ce que j'ai commencé jusqu'à présent, c'est, bien, évidemment, je suis allée en Floride, puis là, ce que j'ai commencé tranquillement, c'est faire du yoga chaud. Je trouve que c'est très payant juste de te mettre dans un environnement qui est chaud, surtout là, tu sais, quand on est ces temps-ci en avril, puis qu'on a une tempête de neige un mardi soir. Fait que je suis allée, j'ai commencé à faire du yoga chaud, puis tu sais, ce que j'aime faire, moi, c'est que tu arrives en courant au yoga chaud, là, fait que tu vas courir quand même ta course, tu arrives au yoga chaud. Fait que, le thème anglophone, c'est que tu as ton core temperature qui est quand même assez élevé. Tu arrives au yoga chaud, tu es déjà chaud. Et puis là, tu commences à faire le yoga, puis c'est sûr que ça paye parce que ton adaptation, elle se fait plus à long terme.
au mois de mai, ce que je vais commencer à faire plutôt, ça va être la même situation, c'est que je vais courir et puis je vais finir ma course avec un 30 minutes, par exemple, dans un sauna sec. Fait que l'idée, c'est d'arriver avec un core temp qui est déjà surélevé et puis de te mettre dans une position qui est très inconfortable et puis juste de vivre l'adaptation, d'apprendre à ton corps aussi à suer, qui est super important. Parce que la Californie, ça va probablement être beaucoup plus sec qu'humide. Donc, cette adaptation-là à la capacité de pouvoir, là, à ton corps, à évaporer la chaleur, ça va être super important. Fait que c'est quelque chose que je vais commencer de façon plus régulière au mois de mai, puis c'est quelque chose qu'il va falloir que je rajoute à mon entraînement. Et puis, pour les gens qui font justement des courses là, dans des environnements comme ça qui doivent s'acclimater à la chaleur, c'est sûr que c'est à prendre en considération avec le volume parce que ça taxe quand même là, l'acclimatation à la chaleur. En fait, l'année passée, quand on est allé aux Paralympiques à Tokyo avec mon athlète, elle faisait beaucoup d'adaptation à la chaleur là, parce elle trouvait c'est très difficile. Puis évidemment, à Tokyo, là, je pense que le jour de notre course, il faisait comme entre 40 et 45 degrés, super humide. Fait qu'on a fait beaucoup. On a fait le protocole. Et puis, c'est quand même surprenant, en fait, comment le corps s'adapte assez rapidement, puis que c'est vraiment, tu n'as pas besoin de le faire. Je pense que les gens vont penser probablement que pour t'adapter à la chaleur, tu as besoin de le faire pendant vraiment longtemps, mais c'est très court. Tu as juste besoin, mettons, d'un 5 jours avec X nombre de temps par jour dans un environnement de chaleur, puis ton corps, il s'habitue quand même rapidement. Fait que ça, je trouve ça super cool. C'est certain, les principes que j'ai appris là, avec le processus là, de mon athlète, de Jessica, dans le fond, c'est sûr que je vais le réappliquer là, pour la Western States. Puis est-ce qu'on va te voir les premières chaleurs, les premières journées en mai, juin où ça va monter au-dessus du vent? Vas-tu devoir aller courir avec du linge épais? Parce que moi, j'ai des souvenirs d'Eliott Cardin qui partageait un peu ses trainings pour la Western States l'année passée, qui allait courir avec un gros crew neck, tu sais, le gros crew neck ou je sais pas, tu sais, de quoi de coton watté, d'épais. Il allait faire des hills repeat à Bromont à 25 degrés, mais habillé, stuffé, tu sais, vraiment épais. Ouais. Est-ce que c'est dans les plans? Je sais pas, pour être honnête, moi j'ai la chance aussi, là, en fait, ce qui va arriver, c'est que dès la fin mai, je vais aller en Californie, fait que je vais être vraiment dans un environnement déjà chaud. Fait que je sais pas si je vais avoir à ajouter là, ce type d'entraînement-là. Probablement que je le ferai de façon plus organique, là, tu sais, le yoga chaud, probablement que je mettrais. Au lieu d'être en t-shirt et top de sport, peut-être que je mettrais des pantalons puis un chandail à manches longues. Mais il fait quand même déjà très chaud là, dans ces environnements-là. Fait que ça se peut que oui, mais pour être honnête aussi, moi, il faut que ce soit le fun. Là. Je veux pas, je veux pas juste aller faire un entraînement. Puis je trouve ça très à l'aise. Je trouve ça vraiment correct que les gens décident de faire ce qu'ils veulent. Puis non seulement ça, mais moi, en fait, le problème, c'est que j'adore ça, la chaleur. Donc, je ne sais pas si ça me déstabiliserait tant que ça. Je pense que, le sauna sec, là, si j'allais dans le sauna très habillé, je pense que là par contre, c'est une autre game là, en termes de chaleur. Le yoga chaud aussi, c'est quand même assez... des fois, tu es très inconfortable. Mais courir à 25 degrés... puis évidemment, je ne l'ai pas fait, là, mais... fait que toutes les stratégies sont bonnes, mais aussi la chose à noter, c'est que tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là. Là. Ton corps, je reviens au point principal, que ton corps, il s'adapte là, avec même juste une durée de 30 à 60 minutes dans un environnement où tu amènes ton core temperature à un certain degré. Tu vas chercher ton adaptation, fait que tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là juste pour te faire, en quelque sorte... excusez le français, là, mais c'est juste pour te faire chier. Là, le but, c'est pas de se faire chier. Le but, c'est d'avoir du plaisir puis de justement rendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Puis moi je vais probablement aller plus vers l'option spa, yoga chaud que le linge, mais je dis ça aujourd'hui, puis peut-être qu'au mois de mai, je vais vouloir aller essayer ça juste pour le kick d'essayer ça. Là. Est-ce que, là, tu dis que tu t'en allais fin mai en Californie. Est-ce que tu restes jusqu'à la course? Oui, le but, c'était de rester jusqu'à la course. Il va falloir que je revienne là, quelques jours juste pour le travail. Mais l'idée, c'est vraiment de passer là, le mois complet en Californie pour m'adapter à la chaleur, puis juste être là aussi. Là, moi, je trouve que, comme je dis depuis le début, je trouve que le mental a beaucoup à voir avec tout ça. Puis juste être dans un environnement où le focus est juste la course, je pense que tu te prépares. Tu n'as pas besoin de...
de visualiser ou quoi que ce soit. Tu sais, pour toi, c'est très clair que tu es là pour une raison, puis c'est ça que tu fais. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis j'adore l'idée. Puis j'ai eu la chance là, de me faire inviter par Salomon là-bas. Fait que c'est sûr que je vais prendre l'opportunité puis aller passer le mois de juin en Californie, là, sans aucun doute. À défaut de ne pas courir le parcours ce samedi parce que The Canyon se passe sur des bons tronçons de la Western State, tu vas pouvoir aller découvrir certaines de ces sections-là en juin. Oh. Ouais, ben en fait, tu sais, la Western State, ils font toujours un training camp là, à la fin du mois de mai, durant le Memorial Day weekend. Fait que je me suis inscrite à ça, puis je vais y aller, puis j'ai super hâte, là, tu sais, je pense qu'il n'y a pas plus communautaire que cet événement-là, je trouve ça vraiment cool, tu sais, juste cette semaine, il y a une fille qui m'a écrit, puis il m'a dit, hey, est-ce que tu vas cette semaine-là, on pourrait s'arranger pour le lodging, puis tout ça, fait que, puis ça, c'est le côté social est évidemment quelque chose que je vais avoir très hâte, mais le côté aussi juste pour voir la course, puis justement la faire dans son entièreté, je pense que ça va être très payant. Parce qu'on parle d'adaptation à la chaleur, on parle d'adaptation élévation, mais c'est sûr que l'adaptation au terrain, c'est super important. C'est tout aussi important, en fait. Fait que je trouve que ça, c'est un must. Puis, en même temps, ça va être super le fun. Là. Fait que, même, puis c'est sûr que là, je dis ça parce que je course pas la Canyons, mais je trouve que c'est la meilleure façon de voir le parcours. Là, en fait, c'est de faire dans une social run avec toutes les gens qui font la course. Là. Je pense que ça va être vraiment le fun. Puis, j'ai vraiment hâte à ce week-end-là, en fait. Ah oui, parlant de social, tu sais, soit avec l'équipe Salomon, soit avec des athlètes que tu as côtoyés dans des courses que tu connais, qui sont des amis dans la vie. Est-ce que tu as questionné par rapport à la Western State des gens qui l'ont déjà fait, des gens qui ont peut-être déjà fait le crew, autant pour l'aspect race day que l'aspect organisation, logistique, peu importe. Est-ce que tu es allé jaser de la course? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais quand ça donne de même avec des gens qui l'ont déjà fait? Ben, je n'ai jasé un peu. Il y a des gens qui me donnent des conseils à gauche et à droite, là, mais il y a un de mes très bons amis là, qui habite à Boulder, Colorado. C'est la personne, en fait, qui a fait ma crew durant la Bandera. Lui, il a fait la Western States. Puis il va faire partie de ma crew à la Western States. Fait que c'est sûr que c'est la personne à qui là, je vais poser toutes mes questions, plus logistique. Moi, habituellement, le côté logistique, c'est quelque chose que je vais faire plus tard là, dans le processus. Là. Je ne me suis pas rendue là encore dans ma tête, mais c'est certain que c'est la personne que je vais demander toutes les questions logistiques, puis qui va aider aussi là, la crew en tant que telle, là, s'arranger pour la journée même, mais évidemment pour le parcours, puis comment la température, puis vraiment là, voir comment c'était sur le terrain quand il l'a fait, parce qu'il l'a fait là, dans des années très, très chaudes. Fait que son information, c'est sûr que ça va être très utile. Mais il y a d'autres personnes aussi qui c'est sûr que je vais poser des questions. Là. J'aime ça. C'est le genre de questions que j'aime poser à des gens qui me connaissent parce qu'ils savent un peu qu'est-ce que j'aimerais savoir. Ou c'est sûr que si tu commences à me lancer là, des statistiques précises par rapport à certaines parties du parcours, ça ne viendra pas me chercher. Tandis que si tu me dis j'ai une amie, à un moment donné, un ami, à un moment donné, avant une course, il m'a dit tu devrais être capable de le courir c'était un 80 kilos, là, puis il m'a dit tu devrais être capable de courir à 100%, sauf une section. Puis, c'est le genre d'information que moi, j'adore. C'est comment, puis là, tu cours la course, puis tu cours toute la course, sauf une section. Puis à chaque section, tu te demandes est-ce que c'est ces sections-là? Ouais, il ne t'avait pas dit laquelle. Il m'a pas dit laquelle, il m'a juste dit c'était la course, ça s'appelle le Crowd Rock au Colorado, fait qu'il m'avait juste dit ça comme indice. Moi, c'est le genre d'information que je trouve super le fun, parce que tu cours la course puis tu te demandes à chaque fois. Puis c'était vraiment drôle parce qu'à un moment donné, tu arrives à une côte, puis la côte est comme, c'est une côte verticale, là. Fait que là, j'étais super contente dans ma tête de me dire, OK, c'est ici, j'ai le droit de marcher. Du texte, ça, là. Ouais. Fait que c'est plus ce genre d'informations-là que j'aime aller chercher pour que ça rende la chose amusante. Ben oui. Parlant de la chaleur, des trucs ou peu importe, est-ce que tu vas tester les façons de se refroidir un petit peu? Tu sais, la Western State, il y a un peu de tout. Là. Tu vois des chapeaux remplis de glace, des casquettes remplies de glace, des manchons, des genres de long sleeve de marathon remplis de glace au ravito, le petit bandana. Est-ce que tu vas tester un peu ces choses-là ou tu vas y aller freestyle pendant la course puis essayons? Non, bien que je suis quelqu'un qui est quand même assez freestyle, je pense que ça, c'est quand même un aspect super important à maîtriser. Là. Fait je ne sais pas si je vais pouvoir le tester beaucoup parce que probablement que je pourrais, là, mais
Donc, c'est ça, quand on s'est préparé pour Tokyo l'année passée, on a testé beaucoup, beaucoup de différentes façons là, pour se cooler. Fait que cette information-là, je l'ai beaucoup dans mon esprit puis je l'ai pratiquée. Ce qui va être super important, c'est de donner les bonnes instructions à ma crew, puis d'avoir ma crew en charge de cet aspect-là. Fait que c'est sûr que dans ma crew, il va y avoir une personne qui est dédiée au refroidissement. Puis probablement même, je dirais, 2 personnes. Une personne qui est en charge, mais une autre personne pour exécuter aussi. Là. Parce que, évidemment, oui, c'est ça, c'est que je vais avoir les manchons, je vais avoir probablement le bandana. Et puis, c'est sûr que c'est quelque chose qui, tu sais, un manchon, mais t'en as 2. Fait que, tu sais, si chaque personne, tu sais, c'est quand même une étape qui est super importante. Puis c'est juste important de donner des instructions claires, puis ce à quoi tu t'attends. Puis ce qui est important aussi à noter, c'est que pour un 160 km, dans la chaleur extrême comme ça, probablement que quand je vais arriver au kilomètre 120, je ne serai pas trop lucide. Là. Fait que il va falloir que. Puis tu sais, ça, c'est un peu contradictoire à ma personnalité, dans le sens que tu sais, je suis habituellement quelqu'un qui est très go with the flow. Mais là, il va falloir vraiment que je dise à ma crew exactement ce dont j'ai besoin. Parce que très honnêtement, ma crew, je les adore, puis les personnes que j'ai choisies, c'est des personnes qui me sont beaucoup plus proches que des personnes qui sont des spécialistes dans le monde de l'ultra, puis des spécialistes de la Western States. Fait que c'est sûr que ce travail-là, de leur donner l'information qu'il me faut, il va falloir que je la fasse d'avance, puis il va falloir que je leur donne les instructions que j'ai besoin. Donc, cet aspect-là, effectivement, il va falloir que je l'ai travaillé, là. C'est intéressant, j'entends dans tes mots quelque chose que Mathieu Blanchard m'a dit en parlant de son crew, duquel tu faisais partie pour son SIA, où il me racontait qu'il aurait pu aller chercher. Peut-être c'était ça l'épisode dans le documentaire, je ne me rappelle plus, tout ça est un peu bleu dans ma tête. Ouais. Mais il racontait que il aurait pu avoir la plus grande équipe de spécialistes, physio, médecins, whatever, qu'il suit pour ça. Puis à la place, il a choisi sa gang, ses amis, qui peut-être n'étaient pas des experts comme il aurait pu avoir accès, mais qui étaient des gens qui le connaissaient, puis ça, c'était leur plus grande qualité. Puis après ça, chacun se prépare, puis se forme, puis lit ce qu'il y a à lire pour se préparer pour ça. Fait que je sens que je vois des similitudes dans la façon de choisir ton crew, prenons du monde qui te connaissent, puis après ça, ce qu'il y a à apprendre ou ce qu'il y a à préparer, logistique-wise ou peu importe, ben ça se fera dans les semaines avant. Ouais, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'on est pareil sur cet aspect-là. Puis, tu sais, il y a une raison pour qu'on ait des aussi bons amis, puis il y a une raison aussi pourquoi j'ai été choisie sur la crew avec cette philosophie-là. Tu sais, c'est super important pour nous. Puis, oui, c'est ce que je veux pour la mienne. Mais tu sais, c'est quelque chose qui s'apprend super rapidement. Là. Tu sais, je suis certaine que toi aussi, tu l'as vécu. Là. J'ai écouté ton podcast, le Balado Réalité. Là, tu sais, puis je connais pas nécessairement ta famille, ta blonde, tout ça, mais j'imagine que tu leur as appris qu'est-ce que tu avais besoin. Puis, tu sais, ça s'enseigne super rapidement. Puis, moi, je trouve que c'est beaucoup plus personnel, puis ça vient te chercher beaucoup plus. C'est quelqu'un que tu connais, puis dont tu es très proche, puis qui est capable justement de te pousser au prochain niveau. Fait que moi, je trouve ça, c'est ce que je veux pour mon équipe. Puis, je sais que c'est un sujet de discussion qu'on va toucher plus tard, probablement. Ah oui, exact. Puis c'est ça, des fois, ton crew, en tout cas, moi, pour Bromont, c'était pas des experts en ultra, mais c'était des experts en me connaître moi, parce que c'est les gens qui me connaissent le plus dans la vie. Des fois, ça l'amène, la plupart du temps, ça amène les côtés positifs. Des fois, les petits côtés négatifs de ça, ben moi, je les avais désamorcés d'avance. Je leur avais dit la veille, là, si je suis dans un ravito, puis je vous dis que je vais arrêter, rappelez-moi que je ne veux pas arrêter. Puis si j'arrive un peu piteux, puis un peu chialeux ou un peu négatif, embarquez pas dans ma game, puis hop, au contraire, prenez-moi pas en pitié, je suis en train de courir dans le bois, j'ai du fun, battez-moi le cul, mais à part ça, justement, c'est la meilleure chose que tu veux, c'est des gens qui te connaissent, puis finalement, j'arrivais dans les ravitaux avec le sourire jusqu'aux oreilles, mais encore là, est-ce que c'était par le fait aussi que ça faisait 12 km, j'étais tout seul dans le bois, puis là, je voyais du monde que je connaissais puis que j'aimais, fait que tu sais, il y a tout ça aussi, là, c'est le fun d'arriver à un ravito, puis ton crew, peu importe si c'est des amis ou de la famille, ben c'est ça. C'est pas des gens qui t'attendent juste pour faire un petit top. C'est aussi ta gang que t'aimes et que t'as le goût de voir. Oui, exact. C'est ça qui est cool aussi dans un ultra, c'est que tu as hâte de voir, t'as hâte d'aller au prochain ravito pour voir tes personnes, puis après ça, le prochain. Même si des fois, c'est juste 5 secondes là, que tu les vois, c'est une partie qui est super importante qui est cool. Là, dans la vie, c'est rare là, maintenant, de nos jours que tu as tellement hâte de voir les personnes. Fait que, non, je trouve que c'est un aspect super intéressant de l'ultra qui rend le sport là, super beau.
Oui, exact. Fait que là, on n'est pas en train de brûler ce sujet-là parce qu'on s'était dit qu'on allait parler aussi. Peut-être Ouais. rendu un peu plus proche. Peut-être que quand tu as peut-être le dernier épisode avant la course, là, celui qu'on fera en juin, tu pourras nous parler de un peu plus l'aspect logistique quand tu seras plongé un peu avec ton crew. Oui, Mais c'est bon. je pense que pour aujourd'hui, acclimatation, c'était super intéressant. Puis blessure, ben, c'était pas un sujet qu'on voulait prévoir, mais à un moment donné, comme on se disait tantôt, le but, c'est de couvrir cette préparation-là pour la Western, peu importe ce qui se passe là-dedans. Puis tu as l'air super positif, tu as l'air d'être sur la pente, d'être sur la remontée de tout ça, puis d'aller vers des meilleurs jours, puis vers le retour des grosses semaines, puis la préparation pour ça. Tu as du temps en masse, ça s'en vient vite, mais pas tant que ça non plus. 2 mois en entraînement, 2 mois en préparation, c'est très long aussi, là. Ouais. Puis c'est sûr que moi, je me dis aussi, c'est pas comme si j'étais un mois complètement off, là. J'étais capable de bouger. Il a fallu que je prenne peut-être une semaine là, où vraiment ça m'a coûté cher en termes de volume d'entraînement, mais le reste, ça a quand même bien été. Fait que j'ai pas vraiment peur à ce niveau-là. Bon, ben, on va te souhaiter une bonne continuité. C'est toujours le fun de catcher up. Voyons, c'est l'épisode des anglicismes. C'était le fun de se reparler. Il n'y a rien comme catcher up, mais toujours le fun de jaser avec toi et de prendre des nouvelles dans cette préparation-là. Est-ce que sur le lot, on réussira à en faire un en vrai? On ne sait pas. Est-ce que ça sera à distance puis on en fera un autre après en vrai? Peu importe. Mais je trouve ça vraiment le fun que tu prennes le temps. Vraiment généreux de ta part aussi. Puis je le vois, là, c'est le 3e qu'on sort, mais les 2 autres, j'avais beaucoup de commentaires de gens qui tripait de justement que tu nous laisses rentrer dans cette préparation-là. Puis je pense que ce qui est le fun, c'est de par ta personnalité, mais aussi de par ton approche du sport, t'as bien beau être sur des podiums puis être à un niveau physique que peu de gens peuvent atteindre. Toute ta préparation, toute ton approche est 100% alignée avec la grande majorité des coureurs, alignée sur le fun, alignée sur le plaisir d'être dans les sentiers. Puis ça, je pense que ça parle à tout le monde. Puis c'est ce qui fait que c'est aussi intéressant, cette préparation-là, c'est que tout le monde peut se reconnaître, que ce soit pour aller viser un temps X dans une course, peu importe la distance, ou aller racer la Western State. Tout le monde se reconnaît. Fait que je trouve ça super le fun. Puis je te remercie d'embarquer là-dedans encore une fois après 3 épisodes, 3 de faits, 3 à faire. Ben écoute, je te remercie beaucoup de me recevoir. C'est sûr que c'est un plaisir pour moi. Puis l'idée, c'est justement de partager l'enthousiasme. Je pense que c'est ce qui fait la beauté là, de la course entre elles, ultra ou pas ultra. Là. Je pense que c'est juste la beauté de courir, puis surtout courir en sentier. Fait que ça me fait plaisir de jaser avec toi. 3 épisodes ou plus, là, ça va toujours me faire plaisir de parler. On verra si après ça, il y a une extension de ça, peu importe. C'est bon. Merci, Marianne. Puis, Merci. je vais en profiter pour remercier NAC, qui est le partenaire officiel, qui sort des bien belles affaires. En fait, au moment de la diffusion de l'épisode, le drink mix, les drink mix de NAC vont être sortis. Est-ce que tu les as testés de ton côté, Marianne? Oui, c'est bien sûr testé. Parlons-en, parce qu'au moment de la diffusion, on va avoir le droit d'en parler. Parle-moi un peu du Drink Mix. Ben ouais, ça va être. Ça sort le 26, puis l'épisode sort le 27, fait qu'on est pile aligné pour en parler. OK, parfait. Ben c'est drôle parce que moi, je voulais vraiment ça là, pour la Western States. On en a parlé, là, je pense, au premier épisode là, où, en fait, c'est difficile quand tu essaies de courir à une vitesse quand même assez élevée, puis aussi la chaleur, l'altitude et tout ça. C'est sûr que l'élément alimentation devient assez difficile. Mais pour moi, c'est super important de rentrer des calories liquides. Et puis exactement au même moment, NAC a commencé à travailler sur leurs calories liquides. Donc, moi, j'ai goûté leur mix au melon d'eau que j'ai trouvé absolument délicieux. Là. Je l'ai essayé à maintes reprises. Je l'ai amené justement en Floride avec moi. Et puis, c'était super délicieux. Puis, tu sais, c'est le genre de choses que tu vas consommer durant l'effort, puis ce qui fait en sorte que tu n'as pas nécessairement faim, puis ça garde ton niveau d'énergie quand même assez élevé. Fait que moi, c'est sûr que je vais incorporer ça là, dans mon plan nutritionnel là, pour la Western States. C'est très cool. NAC continue d'innover. Puis, je veux dire, la gamme de bars de base qui est sortie l'année passée est exceptionnelle. Les bars caféinés, les gaufres. Après ça, la poudre protéinée. Puis là, les drink mix. Puis il y a plein d'autres trucs qui s'en viennent. Ils ont teasé un peu dans des stories. Si vous suivez NAC, c'est ce qui est le fun aussi. C'est que des fois, dans une story, tu as un glimpse de quelque chose il y a ça aussi qui s'en vient. On ne peut pas le dire officiellement dans un micro, mais le Drink Mix, c'est le début d'une série de produits qui s'en viennent pour NAC, qui est en train de se faire une gamme complète. Du début à la fin d'une course, tu vas pouvoir varier les saveurs. Des fois, je le disais, hein, j'aime beaucoup NAC, mais des fois, je prenais d'autres produits parce qu'à un moment donné, il faut que tu varies les goûts, les saveurs. Là, ils sont en train, à eux seuls,
de nous outiller avec tout ce qu'on a besoin pour une course. Donc, c'était pas prévu, je t'ai pitché ça. Hey, Marianne, parle-moi de ça, mais j'étais en train de les remercier et de me dire, hey, au moment qu'on va lancer ça va être sorti ce produit-là, donc les Drink Mix. Allez voir ça sur le nacbar.com. Vous le savez, vous avez le code promo pas sorti du bois. Je le répète depuis 92 épisodes. Fait que pour clore, merci Marianne, merci Nac, merci David Hébert pour le design graphique, merci Fred Desroches pour le thème musical, merci à tout le monde qui nous écoute. Depuis 92 épisodes, ça sent tranquillement le 100e. Il y a des belles affaires qui se préparent pour le 100e. Dans quelques semaines, je vais être prêt à vous annoncer un truc, mais gens de la région de Québec, vous allez peut-être devoir vous mettre un X dans un calendrier quelque part. On va peut-être se donner rendez-vous pour enregistrer cet épisode-là. Ça ne sera peut-être pas par Zoom, dans une salle fermée. En tout cas, je lance ça, mais j'ai rien dit. Donc, à tout le monde. Je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Faites vos liens si vous voulez. Essayez, si vous me croisez, de me tirer les informations. Mais surveillez ça, on va faire de quoi de cool pour le 100e. Donc, merci Marianne. Je te souhaite une bonne préparation. Puis on se parle très bientôt pour ce prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.